Thomas, bonjour et bienvenue à la radio du cinéma. Bonjour, je suis ravi d'être là, merci. Alors, vous êtes là en fait pour présenter le film Largo Winch 3, qui connaît un succès assez probant actuellement. Mais avant ça, en fait, j'aimerais que vous nous présentiez un petit peu qui est Tomer Gazit, c'est-à-dire en fait comment vous êtes arrivé dans ce milieu, le milieu du cinéma, et qu'est-ce qui a décidé un petit peu de comment aujourd'hui vous êtes un acteur. Moi, je suis né en 1974 à Berlin, en Allemagne. Je pensais que j'étais un petit Allemand. J'avais des parents israéliens. À la maison, on parlait hébreu. Mes grands-parents étaient biélorusses, lituaniens et yéménites. À l'âge de 9 ans, on m'amène en France. Donc, je découvre une nouvelle langue, une nouvelle culture. Et puis ensuite, à 11 ans, j'intègre une école avec un cursus en anglais, un pseudo-américain. Bon, voilà, moi, très rapidement, je ne savais plus trop qui j'étais, d'où je venais, c'est quoi mes racines, c'est quoi ma culture. Et puis ça m'a pas totalement achevé. Et comme vous connaissez l'adage, ce qui nous tue pas nous rend plus forts. Voilà, aujourd'hui, ça a fait un petit mélange qui fait que je serai, je pense, toujours un étranger partout, même si aujourd'hui, mon pays, ma patrie et ma culture, c'est la France. Mais je vois bien je vois bien que je coche pas toutes les cases et que voilà, je serai éternellement un étranger un peu partout. Au fond, c'est quand même une certaine force. Mais oui, je pense. L'angle d'attaque, quelque part, en fait, est un peu différent et créativement parlant, je pense que ça vous donne une force supplémentaire. Oui, certainement. Ouais, ça ramène peut-être plus de cordes à son arc, ça c'est sûr. Thomas, en 96 jusqu'en 2006, vous allez un petit peu explorer ce qu'on appelait à l'époque les sitcoms, en fait. Ça va un petit peu vous révéler, entre guillemets, au grand public. Est-ce que c'est à ce moment-là où vous prenez votre identité de Tomer Sisley, par exemple Oui, vous savez, Tomer Sisley, Sisley c'était le nom de naissance de mon père. Hein. C'est juste que son père, à lui, a changé de nom en Israël. Quand mon père avait 12-13 ans, ils sont passés de Sisley à Gazit, et moi je suis juste revenu en arrière, j'ai repris Sisley. D'accord. Mais non, oui, effectivement, c'est en 96 que j'ai repris le nom de Sisley. Ouais. Votre actualité, Largo Winch 3, le prix de l'argent, vous pouvez nous en dire quelques mots? En fait, je trouve que c'est un film en fait, qui correspond à des traits de personnalité qui vous appartiennent complètement. Disons que j'ai pas mal de points communs avec le personnage, ouais. Oui, bon, le personnage de Largo Winch, c'est pareil. C'est quelqu'un qui a été déraciné, c'est quelqu'un qui est un peu seul contre tous, qui est rebelle dans la tête, qui parle plein de langues, qui a le goût de l'aventure. Non, on coche pas mal de cases communes, Largo et moi. Ce troisième opus arrive 13 ans après le dernier. Et c'est pas plus mal parce que c'est l'assurance de faire quelque chose de nouveau. On a marqué un petit virage dans ce troisième volet de Largo, un peu de la même manière que Casino Royale était un virage dans la franchise James Bond, de par beaucoup de choses. La première étant que, contrairement à la bande dessinée où Largo Winch a éternellement 27-30 ans, là, Largo... Il a pris de la maturité. Il évolue, il a pris 13 ans dans la gueule, un peu comme moi si vous voulez. Donc c'est pas mal parce qu'il n'y a pas beaucoup de franchises en fait où les héros évoluent dans le temps et dans l'âge. Et donc les enjeux de Largo ne sont plus du tout les mêmes. La dernière fois, quand on l'a quitté, c'était un éternel adolescent rebelle dans sa tête. Bon, aujourd'hui, c'est le papa d'un adolescent qui a 16-17 ans et qui est lui-même rebelle. Et donc, quand on est parent en fait, d'un môme, on ne peut pas rester rebelle éternellement. On est obligé à un moment donné de se poser déjà, et ensuite se poser des bonnes questions sur c'est quoi finalement les valeurs qu'on a envie d'inculquer, qu'est-ce qu'on a envie de transmettre.
Et donc forcément, les enjeux ne sont plus du tout les mêmes. Dans les 2 premiers opus, Largo, c'était le fils d'un milliardaire qui n'en avait que faire de ses milliards et qui ne pensait qu'à l'aventure. Bon, aujourd'hui, c'est un papa. Donc il a quelque chose à perdre, son fils. Or, dans ce 3e volet, je ne vais rien dévoiler si je vous dis qu'à la 5e minute, on lui enlève son fils. Et voilà, donc il va passer pas mal de temps à essayer de le retrouver. Vous avez pour l'occasion en fait eu l'occasion de travailler avec James Franco, qui est quand même un personnage, on va dire, de notoriété internationale. Ah bah oui. C'est un joli challenge, je pense, que de se mettre un petit peu en face d'un personnage aussi on va dire, énigmatique, puissant. Il y a plein de qualificatifs. Ouais, charismatique, voilà. Si vous voulez. C'est ça. Et parlez-nous un petit peu de cette relation. On a vu ça et là, en fait, qu'il y a eu des choses qui se sont passées qui étaient extrêmement intéressantes. Mais pour vous, c'était un joli challenge professionnel. Expliquez-nous un petit peu cette relation, qu'est-ce que ça a véhiculé en vous en termes d'expérience professionnelle en fait. Pour moi, c'était absolument pas un challenge, c'était un plaisir de chaque instant et c'était plutôt facile. C'était pas challengeant dans la mesure où quand vous travaillez avec des acteurs qui sont bons, qui ont le talent qu'il a et qui ont en plus de ça le charisme, le charme animal et un truc qui se dégage où ce mec, James Franco, il n'a pas besoin de beaucoup de texte pour vous mettre les poils. Et du coup, quand on est face à lui, en tant qu'acteur, c'est assez extraordinaire parce qu'on est tout de suite plongé dans la scène. Je n'ai pas besoin de me raconter des choses, je les vis moment par moment avec lui. Et donc James, c'est un acteur qui est très instinctif, qui a quelque chose de très animal. Et moi, ça me parle. Or, en plus de ça, il joue un petit peu le Némésis de Largo. Donc il fallait quelqu'un qui envoie du steak. Et je pense qu'on aurait eu du mal à trouver mieux que James Franco, en fait, pour ça. On va rebondir sur une actualité qui est en devenir, mais qui est quand même quelque chose de très important vous concernant. À la rentrée de septembre, on va découvrir une expérience différente sur France Télévisions. Vous incarnez un personnage, en fait, qui, à travers l'histoire de France, corrigez-moi si je me trompe, mais raconte un petit peu, justement, cette histoire. Est-ce que vous pourriez nous teaser un petit peu cette expérience où on vous attend moins, disons les choses comme elles sont, et oui. Évidemment c'est une curiosité absolue. C'est tout l'intérêt, c'est que justement on m'y attend pas, donc ça fait partie des raisons principales qui m'ont donné envie de le faire. La deuxième raison principale, c'est que ça raconte l'histoire de France, et quand on m'a proposé à moi, qui suis ce garçon né à Berlin, de parents israéliens, de nanana, tout ce qu'on sait, de raconter l'histoire de France, j'ai sauté sur l'occasion. Et alors, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, on va reparler de certains moments clés qui ont formé la France dans laquelle on vit aujourd'hui, avec les valeurs qu'on a aujourd'hui, à commencer par Vercingétorix, en passant par Clovis, Charlemagne, Jeanne d'Arc, Henri IV, Louis IX, non pas en revisitant l'histoire, mais en prenant un petit pas de côté par rapport à certaines idées reçues qu'on a, ce qu'on pense savoir, ce qu'on a tous retenu à peu près dans un inconscient collectif de ce qu'on nous a enseigné à l'école, sur par exemple Charlemagne qui aurait inventé l'école. Et voilà, on prend un tout petit pas de recul et on apporte peut-être une autre vision de cette histoire-là pour soit remettre dans un contexte, soit chasser des idées reçues qui sont parfois fausses. Ce que j'incarne, moi, c'est le narrateur. Je ne suis, moi, que le narrateur. Ça veut dire qu'on ne vous voit pas. On va me voir de temps en temps apparaître à l'intérieur de scènes qui sont jouées, qui sont des scènes reconstituées du couronnement de Clovis, voilà, des moments forts de notre histoire, où le narrateur que je suis apparaît, mais
en costume d'aujourd'hui, habillé de manière totalement contemporaine. Et puis je vais apporter une ou deux informations qui vont permettre, effectivement, le petit pas de côté, quoi. Un petit pas de côté et regarder les choses sous un autre angle. Discernement, j'ai compris. Voilà. Fabuleux, ça nous rend très appétents. C'est super intéressant. C'est super intéressant parce que, vous savez, moi j'ai des enfants, quand je rentre dans la chambre, 30 secondes après qu'ils se soient disputés, j'ai déjà du mal à savoir qui a commencé, qui a fait quoi, c'est compliqué. Donc quand on parle d'histoires qui sont passées il y a des siècles et des siècles, voire plus d'un millénaire, imaginez la complexité pour retracer, arbitrer. En revanche, on a des éléments qui nous permettent de se poser certaines questions et éventuellement de remettre en question des idées reçues. La radio du cinéma, réplique et musique culte. Alors je sais que vous allez me demander, donc mon film préféré, ma réplique préférée et ma musique préférée, les trois viennent du même film. Le film, c'est Le Bon, la Brute et le Truand. La musique, c'est Ecstasy of Gold, qui est un des tout derniers morceaux dans le film, un moment où Tuco, interprété par Eli Wallach, se retrouve dans le cimetière et cherche la tombe à l'intérieur de laquelle il y a le trésor caché. C'est une musique qui est complètement folle, le plan est fou. Et la réplique culte vient du même film, et c'est encore Tuco qui l'a dit, quand un des personnages du film, un méchant qu'on découvre au tout début du film, finit par retrouver Tuco qui est en train de prendre un bain et veut le tuer. Il le menace d'une arme et il lui dit « tu m'as tiré dessus et du coup j'ai perdu l'utilisation de mon bras droit, mais entre-temps j'ai eu le temps d'apprendre à tirer avec la main gauche » et d'un coup il y a une détonation. Et c'est Tuco qui avait un flingue qui prend toujours un bain avec son flingue. Il avait un flingue sous la mousse, planqué derrière la mousse. Il vient d'abattre le mec qui était en train de raconter sa vie. Il se lève, il le regarde et il lui dit « quand on veut tirer, on tire, on raconte pas sa vie ». Quand on tire, on raconte pas sa vie. When you want to shoot, shoot, don't talk. Alors, je vais vous dire, si vous êtes en train d'écouter cette radio, c'est probablement que vous aimez le cinéma. C'est probablement que vous aimez la musique de Cinoche. Donc, s'il vous plaît, continuez à écouter ça parce qu'on a besoin de vous, surtout en ces temps un petit peu compliqués. Merci pour la culture.